Bonjour à tous. Merci d'être là parmi nous. Un grand sujet aujourd'hui, le pouvoir de notre argent, quel impact sur la planète. Pour cela, nous accueillons 4 personnes. Comme vous avez pu constater, la parité n'est pas respectée. Et a fortiori, parce qu'ils sont tous barbus, et je n'ai pas pu m'engager à faire la même chose, même si je l'avais beaucoup souhaité. Nous accueillons aujourd'hui Arnaud Zegerman, qui est sociologue, conférencier et cofondateur de Via Voice. Bonjour. Nous avons ensuite Léo Garnier, qui est le directeur général de Rift, une application qui est un peu le Yuka de la finance et qui est une filiale de l'ITA. Bonjour à tous. Ensuite, vous verrez Alexandre Poidatz, qui est chargé du plaidoyer climat et finance chez Oxfam France. Bonjour tout le monde. Et enfin, Lionel Chélus, qui est responsable des relations médias Europe pour la Surfrider Foundation Europe. Bonjour à tous. Merci à vous tous. Et nous allons commencer par Arnaud. Alors, comme vous avez vu, notre titre est en 2 parties. Nous avons le pouvoir de notre argent, quel impact sur la planète. Je pense qu'Arnaud va être intarissable sur la partie le pouvoir de notre argent. Et tout particulièrement parce que Arnaud a fondé avec le Crédit Coopératif l'Observatoire du sens de l'argent. Nous en sommes à la 3e édition et de cet observatoire ressortent beaucoup de chiffres intéressants sur le pouvoir de notre argent. Donc Arnaud, qui sonde les cœurs et les têtes depuis de nombreuses années, qu'est-ce que ces études nous apportent sur cette notion du pouvoir de notre argent? Alors, je vais vous faire une petite sélection des études qu'on a réalisées. Donc, juste un petit préambule avant de répondre. Ah, avant ton préambule, oui. Vous avez tous des cartes, rouges et verts. C'est pour voter. Parce qu'on s'est dit que pour que ce soit beaucoup plus animé, même si c'est un petit peu has-been dans notre façon de communiquer, vous pourrez voter en fonction des questions d'Arnaud, rouge ou vert, en fonction de si vous êtes d'accord ou pas d'accord à sa question. Voilà, c'était le préambule du préambule. Maintenant, c'est à toi. Et vous allez voir, c'est assez amusant parce que les questions que je vais vous poser sont des questions qu'on a posées aux Français. On a tous le sentiment de ressembler aux Français. De ressembler, effectivement, d'ailleurs c'est une illusion quand on dit l'opinion publique est segmentée, mais on a tous ce sentiment, moi ça me fait toujours rire, lorsqu'on fait des études, on me dit, moi je pense pas comme ça, je pense que tu t'es trompé. Non, en fait, on ne ressemble pas tous à l'ensemble de la France, donc ça va être l'occasion pour vous de faire le test, de savoir si vous ressemblez à la majorité ou pas. Alors, très rapidement, quel est ce dispositif qu'on a mis en place avec le Crédit Coopératif, l'Observatoire du sens de l'argent? Un observatoire, c'est une étude régulière, donc une étude, c'est-à-dire une étude 1000 personnes, nationale représentative, qu'on interroge à date régulière. Donc en termes de fiabilité méthodologique, c'est fiable. Il y a plein de critiques qu'on peut faire, je suis le premier à le faire sur les sondages, mais là on est sur quelque chose de vraiment très fiable. Sur ces questions, on les pose à peu près tous les 3 ou 4 mois, et on s'est dit qu'on ne va pas poser la même question régulièrement et voir comment l'opinion évolue, mais au contraire, on pose notre stéthoscope à différents endroits de la thématique. Donc il nous est arrivé de poser des questions sur l'argent et les tabous qu'il peut y avoir derrière, des questions sur la conception qu'on a de l'argent, les valeurs qu'il y a derrière, voire sur le manque d'argent. J'ai fait une petite sélection, on a fait une petite sélection qu'on va vous présenter ici, et effectivement, il ne faudra pas vous gêner pour intervenir si vous le souhaitez, pour poser des questions. Alors, très rapidement, le lien entre la thématique de l'argent et notre thématique aujourd'hui, en tout cas ici, c'est-à-dire tout ce qui peut avoir un impact sur la planète. Tout simplement, je vais vous dire quelque chose avec lequel vous êtes tous d'accord, j'imagine, parce qu'on entend de plus en plus, c'est que la société est fragmentée. Donc comment nous mettre d'accord sur ces enjeux sur lesquels il y a une urgence, alors que la société est fragmentée? Alors déjà, je vais apporter un petit bémol. La société n'est pas si fragmentée. On aime bien dire que notre société est fragmentée et on aime bien jouer la caricature là-dessus. Quand je dis on, certains y ont plus intérêt que d'autres et on a toujours tendance, nous en France, à croire que notre société ressemble à la société américaine. La société américaine, quand vous la regardez, elle est effectivement extrêmement fragmentée, mais la nôtre pas tellement. Je vais vous donner quelques chiffres. On a 88% des Français qui s'estiment chanceux de vivre en France. On a une majorité des Français, 49%, qui estiment que ce qui nous réunit est plus important que ce qui nous sépare. En revanche, en France, je vous dis les choses très rapidement pour celles et ceux que ça intéresse, je pourrais revenir là-dessus en détail, on a tendance, dans toutes les études, nous et nos confrères, à voir qu'en France, il y a à peu près 6 groupes à peu près homogènes, qui pèsent 20% de la population, qui ont des comportements, des manières de voir le monde, des manières de voter ou de ne pas voter, des manières de consommer qui sont cohérentes. Or, ces 6 groupes, ils ne sont pas du tout en guerre les uns avec les autres, mais ils ne se comprennent pas. Ils s'écoutent parfois assez peu.
mais ils ne sont pas en guerre. C'est pour ça que j'aime pas tellement le terme de fragmentation. En revanche, c'est important de noter qu'il y a des divergences. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que même s'il y a un socle solide en France, et on entend, en tout cas par rapport aux enjeux d'impact sur la planète, une cacophonie de vision du monde. Et il est extrêmement difficile de trouver un socle commun entre des personnes qui veulent améliorer notre système, le changer intégralement, ou bien celles qui sont dans le déni. D'accord? Pour celles et ceux qui aiment bien la psychanalyse comme moi, vous savez que le déni, on n'y renonce pas du jour au lendemain. C'est pas facile, hein, il ne suffit pas de le décider. Donc tout ça, ce sont effectivement trois visions sur lesquelles effectivement on a du mal à converger. Et par ailleurs, il faut avoir en tête que ces enjeux nous mettent face à des difficultés qui sont d'ordre démocratique. Parce que, comme vous le savez sans doute aussi bien que moi, plus on va attendre à agir, plus ces choix s'imposeront à nous. Et est-ce qu'ils s'imposeront d'une manière aussi démocratique qu'on le souhaite tous? Ça ne va pas de soi. Donc, effectivement, c'est intéressant de sonder l'opinion par rapport à ça. Donc, effectivement, la question de l'argent, ce qui m'intéresse par rapport à la question que vous avez posée, Laurence, c'est que finalement, pour moi, c'est une des études les plus politiques qu'on fait. Ce n'est pas les études où on se demande qui va gagner l'élection présidentielle. Ce n'est pas les études dans lesquelles on se demande si la France est si à droite ou si à gauche que ça. Au fond, la conception que l'on a de l'argent, c'est vraiment une manière de comprendre la société, de comprendre les valeurs de Français et de voir effectivement ce qui nous réunit, ce qui nous sépare. Alors, ce à quoi on assiste depuis quelque temps, dans les différentes études, c'est une forme, je le dis de manière optimiste, mais c'est une réalité, une volonté, en tout cas, de réconciliation entre le citoyen et le consommateur. On a effectivement vu dans cette étude pour le crédit coopératif, avec le crédit coopératif, l'Observatoire, que 70% des Français déclarent que leur manière d'utiliser l'argent est liée à leurs valeurs. 70%, c'est beaucoup. Vous allez me dire, c'est du déclaratif. Oui, c'est du déclaratif. Mais il y a quelques années, on n'avait pas ça. Donc, on fait davantage attention à notre manière d'utiliser notre argent par rapport à nos valeurs. Pour autant, tout n'est pas rose, parce qu'il y a trois freins principaux. Le premier, vous le connaissez, on y est tous confrontés, c'est la complexité. Vouloir effectivement avoir un impact qui soit le moindre possible, ça signifie de savoir que ce sont les bons gestes, quelle est la bonne manière de consommer, quelles sont les alternatives. Parfois, il n'y en a pas, je pense notamment au déplacement, parfois c'est compliqué. Bref, il est très, très difficile d'être cohérent. Premier élément, la complexité. Deuxième élément, les tiraillements. On peut vouloir faire certaines choses et puis on cède à des tentations. Ce que je racontais tout à l'heure, moi je reviens de vacances, je suis revenu de vacances il n'y a pas très longtemps, je revois mes amis, tout le monde est très sensible à la cause écologique, mais pour autant on vous raconte qu'on est allé en Toscane, qu'on a pris l'avion, qu'on est allé un petit peu partout. Donc on est face à nos tiraillements, on n'agit pas toujours conformément à ces valeurs. Troisième point, et c'est quelque chose qui me paraît extrêmement dangereux, c'est notre tendance à tous, je m'inclus dedans, notre tendance à tous à essentialiser. Essentialiser, c'est quoi? C'est tout simplement généraliser, réduire un univers à une seule de ses composantes. Alors, on va regarder les problèmes et on va se dire, c'est de la faute des multinationales, c'est de la faute des journalistes, c'est de la faute des gouvernements, des banques, des immigrés, de chômeurs, etc. Selon notre bord politique, on va dire les, et on va essentialiser, on va dire tout le monde. Or, effectivement, c'est ce qu'on va essayer de montrer par la suite, il y a des nuances. Toutes les multinationales, toutes les entreprises, tous les politiques ne sont pas identiques, toutes les banques ne sont pas identiques. Et effectivement, à la fois, il faut expliquer ça. Deuxième levier, le faire comprendre et effectivement avoir des discours qui vont être compris et perçus par les Français. Et surtout, effectivement, pouvoir se débarrasser des discours fallacieux où effectivement on vous fait croire quelque chose et ce n'est pas vrai. Donc tout ça est extrêmement complexe. Alors, je vais quand même vous donner quelques chiffres aussi pour vous donner des capteurs. Mais en tout cas, le but de cet observatoire, c'est effectivement d'essayer de comprendre ce qu'on peut faire ensemble au-delà des actions individuelles que l'on peut mener. Et là, effectivement, moi, quand j'ai rencontré l'équipe du Crédit Coopératif pour la première fois, je crois que je vous l'avais dit, les banques, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. L'argent, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Donc, c'était pas bien parti, quoi. On n'était pas sûr de pouvoir faire des choses intéressantes ensemble. Mais finalement, j'ai découvert effectivement que là où on met son argent, c'est quand même peut-être l'élément fondamental, l'un des éléments fondamentaux qui fait qu'on a un impact, qu'on a un impact ou pas, ou en tout cas pas le même sur la société. Bref. Premier capteur qu'on avait posé, c'est est-ce que l'argent est encore un tabou en France? Parce que ça aussi, c'est important pour nous de le savoir en entrant en matière. Est-ce qu'on peut parler d'argent avec les Français? À votre avis d'ailleurs, est-ce que c'est un tabou ou pas? Vert, oui, rouge, non. Vert, c'est un tabou? Il y en a qui trichent, ils connaissent les résultats. Alors, ouais, vous êtes majoritaire à dire que c'est un tabou. En fait, la société française a pas mal changé là-dessus. On a 79% des Français qui disent que ce n'est pas un tabou.
Alors après, je ne vais pas vous donner trop de chiffres parce que je ne voudrais pas vous assommer, mais on voit qu'il y a des différences. On a fait la différence, est-ce que c'est un tabou dans la famille? Est-ce que c'est un tabou dans l'entreprise? Il y a des différences par rapport à ça. Mais globalement, 8 Français sur 10 considèrent que ce n'est pas un tabou. Les jeunes considèrent encore plus que les autres que ce n'est pas tabou. Ensuite, on allait plus directement sur notre sujet. Est-ce que choisir une banque en fonction des valeurs qu'elle défend est susceptible d'avoir un impact plus ou moins important sur la société? Je redis la question parce qu'elle est compliquée. Est-ce que choisir une banque en fonction de ses valeurs ou des valeurs qu'elle défend est susceptible d'en avoir un impact sur la société? À votre avis, les Français vert, ça veut dire que ça a un impact? Ouais, ben là, quelques personnes près, vous êtes en phase avec l'opinion publique, puisque 60% des Français estiment que c'est important, qu'effectivement, choisir une banque en fonction des valeurs qu'elle défend peut avoir un impact important sur la société. Encore une fois, il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans ce que je vous dis. Bien sûr, c'est du déclaratif. Bien sûr, on le sait très bien et on le mesure dans d'autres questions, je ne vais pas tout vous donner, que lorsque les gens mentent, lorsqu'ils exagèrent, on le sait, tout ça. Mais le déclaratif permet aussi de voir une société qui bouge, parce qu'on peut mesurer par rapport aux années précédentes. Alors effectivement, on se dit que la banque peut avoir un impact, mais est-ce qu'on sait ce que les banques font de notre argent? Parce que finalement, c'est peut-être la première question qu'on devrait poser. Est-ce qu'on sait ce que les banques font de notre argent? Alors, à votre avis, est-ce que les Français savent ce que les banques font de leur argent? Vert, c'est ils le savent? Vert, c'est ils le savent, d'accord? Rouge, ils ne le savent pas. Vous avez raison. Vous avez raison, puisqu'on a 57% des Français qui déclarent ne pas savoir ce que les banques font de leur argent. La question est biaisée. Toutes les questions sont biaisées. Il y a toujours un biais. C'est quoi le biais? C'est lorsqu'on demande aux Français « Est-ce que vous savez ?» on n'aime pas dire qu'on ne sait pas. D'accord? Donc il y en a 57% qui disent « Je ne sais pas », mais la réalité est certainement un petit peu au-dessus. D'accord? D'ailleurs, dans les questions, là, il n'y a pas l'option « ne sais pas ». C'est biaisé aussi. Si, il y a l'option. Oui, mais pas ici. Ah, pas ici, oui, c'est vrai. Mais j'ai quand même constaté qu'un monsieur met les 2 cartons. Alors, on va dire que pour les prochaines questions, mettez les 2 cartons quand vous ne savez pas, parce que c'est important. Alors, les Français, quasiment à 6 sur 10, ne le savent pas. Donc, ce qui est un point fondamental. Je veux dire, à la limite, on pourrait faire des heures sur, avant tout, on ne sait pas ce que devient notre argent dans notre banque. Donc, ça, c'est le premier point. 2 éléments qui m'inquiètent un petit peu, parce que ce sont des éléments compliqués. Si on creuse ces chiffres et qu'on regarde les 40% qui déclarent savoir, ils ne ressemblent pas à ceux qui déclarent ne pas savoir. Les catégories les plus favorisées savent davantage que les autres, ou déclarent davantage que les autres savoir ce que les banques font de leur argent. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais quand il y a de tels écarts, on se dit qu'il y a quand même certainement une dimension réelle, et ça soulève un point qui pour moi signifie qu'on doit vraiment réfléchir là-dessus, qui est sur toutes les questions concernant l'impact sur la planète, on voit un écart par catégorie sociale. Et il y a encore, aujourd'hui en France, le sentiment, pas le sentiment d'ailleurs, on le mesure, que les catégories les plus favorisées ont un meilleur niveau d'information, de connaissances et sont mieux sensibilisées à ces thématiques. Ce qui est une thématique extrêmement grave. Parce que pour les années à venir, on se rend bien compte que si on ne sensibilise et on ne parvient à sensibiliser que les catégories les plus favorisées, on va avoir un vrai problème social par la suite. Mais on y reviendra. Après, la question qu'on me pose toujours, c'est « et les jeunes ?» Et les jeunes, est-ce qu'effectivement, ils pensent différemment? Et là, oui, sur cette question, on a un écart, puisque les jeunes ont encore moins le sentiment de savoir ce que la banque fait de leur argent que les plus âgés. Alors, plus âgés, j'ai utilisé un mot que j'aime pas, surtout que la tranche clé, c'est exactement mon âge. On sait mieux à partir de 50 ans, voilà. Il y a 10 ans, il y a 10 points d'écart. D'accord? Donc c'est quand même important. À moins de 50 ans, vous ne savez encore moins, à 10 points de moins, ce que les banques font de votre argent. Alors après, il peut y avoir 1000 raisons. Hein. Il peut y avoir « je suis moins intéressé »,« je ne me suis pas encore posé la question de la banque parce que parfois on se pose cette question au moment d'un prêt bancaire, etc., etc. » Mais en tout cas, il y a une alerte qui est aussi assez forte. Est-ce qu'on peut le savoir? Parce que ça aussi, c'est la question. Qu'est-ce que la banque fait de notre argent? Mais est-ce qu'on peut le savoir? Alors là, on a posé la question de 3 manières différentes. On a dit, premier item, il est possible de savoir comment les banques utilisent l'argent qu'on dépose chez elles. Deuxième item, il est possible dans certaines banques uniquement de savoir comment notre argent est utilisé. Et troisième item, il n'est pas possible de le savoir. À votre avis, alors vous avez que 2... On va dire, est-ce que les Français ont le sentiment qu'il est possible de le savoir ou qu'il n'est pas possible? Vert, c'est possible, rouge, c'est pas possible. Est-ce qu'il est possible de savoir, si on demande à notre banque ce qu'elle fait de notre argent, on peut le savoir ou pas? Vert, c'est possible, rouge, c'est pas possible. Alors,
ça aide. Hein. Pardon, je ne vous ai pas entendu. Je pense que ce serait mieux de préciser si c'est compte courant ou assurance Alors, vie, assurance vie, bien sûr, on peut toujours préciser, mais là, effectivement, sur ces thèmes-là, où le niveau de connaissance des Français est en fait assez faible, on ne peut pas se permettre d'être aussi précis. Dans un second temps, oui, mais déjà, effectivement, on commence par les éléments les plus grossiers. Alors déjà, le premier point, c'est qu'à cette question, il y a 20% des Français qui disent « je ne sais pas ». Et le je ne sais pas, c'est comme tout à l'heure, on n'aime pas dire je ne sais pas. Et les NSP, les ne sais pas qui nous alertent, sont à partir de 5%. Là, on est à 20%. D'accord ? Donc, les Français ont conscience qu'ils ne savent pas. Et à 38%, ils déclarent qu'il n'est pas possible de savoir comment les banques utilisent notre argent. 22% disent c'est possible de savoir. Et 21%, dans les mêmes proportions, il est possible dans certaines banques uniquement. Mais donc, à la base, il y a un niveau de méconnaissance et, voilà, qui est important. Au fond, est-ce que ça change quelque chose de le savoir? Et finalement, ça revient à une question qui est, est-ce qu'une entreprise doit se soucier des thématiques sociétales? Et ça ne va pas de soi. Ça va pas de soi. On avait fait pour une autre étude, on avait fait des entretiens auprès de dirigeants d'entreprises et on les avait classés en 3 catégories. C'était simpliste, mais ça nous permettait d'analyser la suite. Par rapport aux thématiques environnementales, il y en avait certains qui, en gros, ils ne le formulaient pas comme ça. On va dire que ce n'était pas leur priorité. Ils disaient, moi, je suis là pour faire du business. D'accord ? Première catégorie, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche. Je suis là pour faire du business. Deuxième catégorie, je suis là pour faire du business, mais comme le grand public ou mon public ou mes clients peuvent se préoccuper de préoccupations environnementales, je vais m'en préoccuper aussi. D'accord ? Il y a un célèbre patron qui a dit ça récemment, en public en plus. Enfin, ça ne change rien, mais il l'a dit. Enfin, voilà, les vannes étaient ouvertes. Et la troisième catégorie, c'est cette logique vertueuse qui est « je vais chercher à faire du business de manière vertueuse ». Donc ces 3 catégories existent et on peut se poser la question, est-ce qu'une entreprise doit se soucier de ça? Dans le cadre d'une autre étude qu'on a réalisée, un observatoire de l'intérêt général, on a demandé aux Français, selon vous, est-ce que se préoccuper de l'intérêt général doit faire partie du rôle d'une entreprise? Et à votre avis, les Français ont répondu quoi? Oui, oui. Vous pensez que les Français ont répondu oui là? Alors, vous avez raison, mais moi, ça m'a surpris. On a 74% des Français aujourd'hui qui disent qu'une entreprise privée doit se préoccuper de thématiques d'intérêt général. C'est très surprenant parce qu'il y a moins de 10 ans, la plupart des Français considéraient que ça relevait uniquement de la sphère publique. Donc, on a eu une bascule en moins de 10 ans. C'est rapide, 10 ans pour faire évoluer à ce point-là l'opinion publique. Donc, effectivement, les entreprises doivent se préoccuper de ces thématiques. Alors, on revient aux questions des banques. Est-ce que les banques se préoccupe, selon vous, de l'intérêt collectif? On n'a pas dit intérêt général, on a dit intérêt collectif. Rouge, non, vert, oui. Et voilà, et c'est ce qu'ont répondu en priorité les Français. Mais exactement. On a certes 50% des Français qui disent certaines banques se préoccupent plus que d'autres de l'intérêt collectif. 28%, aucune banque ne s'en préoccupe. 11%, il existe des banques qui s'en préoccupent. Donc, pour conclure tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'effectivement, le rapport à l'argent évolue, que le niveau de compréhension est encore relativement faible. Il faut faire attention. L'autre point qui, moi, me préoccupe, c'est au fond, quand on est sur ces thématiques, on se dit, qui est-ce qu'il faut convaincre? Et lorsqu'on voit qu'il faut convaincre, effectivement, vous avez cette thématique que j'ai abordée tout à l'heure, des catégories populaires. Le niveau de connaissance est plus faible. Et moi, quand je fais des missions auprès de l'ensemble de mes clients, de toutes catégories confondues, qui sont généralement des gens sensibles à ça, on se rend compte que finalement, convaincre les CSP+, ça va plus vite. Et si vous voyez auprès des politiques, c'est exactement la même chose. Convaincre les CSP+, ça va plus vite. Donc on commence logiquement par convaincre ceux auprès desquels on va pouvoir convaincre le plus vite. Sauf que dans la thématique du climat, on n'a pas 1000 ans. Donc c'est ça. Donc comment on va réussir à sensibiliser les catégories populaires qui ne s'en foutent pas, qui ne se détournent pas de ces thématiques. Juste aujourd'hui, effectivement, on les interpelle moins avec leurs contraintes, et effectivement, plus on attendra, et on sait très bien, plus la casse sociale sera colossale. Donc effectivement, première thématique. Deuxième thématique, qui est l'ennemi? En France, vous avez assez peu de climato-sceptiques. Vous en avez, mais bon, ils ne sont pas très nombreux. Vous avez, on peut imaginer pas mal d'ennemis, mais comme je vous l'ai dit, moi, j'aime pas tellement qu'on pointe du doigt et qu'on essentialise. En revanche, il y a un ennemi clairement désigné dans les études, c'est le fatalisme. On se rend compte que quelles que soient les questions que l'on pose, et c'est valable dans cette étude-là,
On pose des questions de vision du monde, c'est-à-dire on demande aux gens, est-ce que vous pensez que vous pouvez changer le monde? Les personnes qui sont le mieux informées et qui sont le plus prêtes à passer à l'acte et à changer leurs pratiques sont celles qui pensent que ça peut avoir un impact. Moins je pense que mes gestes c'est utile, moins je vais agir. D'où la question qui se pose, mais à laquelle je n'ai pas la réponse, je vous interpelle là-dessus, sur certains discours alarmistes qui peuvent vraiment couper les bras des gens qui se disent on ne peut rien faire. Je pense que quelque part ça peut sensibiliser, mais ça peut avoir des effets pervers parce qu'on a véritablement un ennemi très fort qui a le visage du fatalisme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre, parce qu'effectivement c'est peut-être l'ennemi commun sur toutes les thématiques. Comment nous expliquer à tous qu'on peut agir, comment on peut agir et que ça peut être vertueux. Merci beaucoup pour cette présentation brillante, Arnaud. Je propose que les questions soient dans un deuxième temps, parce qu'on va quand même passer sur la deuxième partie. Donc là, on a beaucoup parlé du pouvoir de notre argent et ce qu'on ressent par rapport au sens de l'argent. Mais maintenant, c'est aussi quel impact pour la planète. Et c'est important, pour ne pas être fataliste, de passer de l'un à l'autre et d'avoir des perspectives pour en savoir plus. On va reprendre certains de vos chiffres et notamment un qui, je pense, nous a interpellés. 60% des personnes interrogées estiment que le choix d'une banque a un impact sur la société et sur la planète. Or, Alexandre, chez Oxfam, vous avez œuvré pour le rapport sur les banques et le climat. Et alors, je ne sais pas si ces 60% sont ceux qui ont lu le rapport Oxfam, donc ils savent qu'il y a un impact. Ce serait un superbe résultat. Mais en tout cas, ce serait bien déjà de nous résumer ce que vous avez découvert. Avec plaisir. Une première question pour vous, juste en popcorn, comme ça, rapidement. Qui pollue le plus en France? Industriel. Les 10% les plus riches, les banques, les politiques. Agriculture. Compagnie pétrolière. Transport. Ok, on n'est pas d'accord en fait. Il y a 3 entreprises en France qui polluent plus que les milliardaires, qui polluent plus que Total, qui polluent plus que l'ensemble des émissions de la France. Ces 3 entreprises, ce sont BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. Donc, en fait, on a 3 banques en France qui ont des émissions et une empreinte carbone supérieure à l'ensemble du territoire français. Ce n'est pas intuitif, mais les banques polluent beaucoup. Pourquoi? En fait, c'est très simple. C'est parce que les banques ont beaucoup d'argent et vont utiliser cet argent pour faire des financements et des investissements. Je vais revenir dessus après. Mais elles ont beaucoup d'argent et à chaque fois qu'elles vont investir dans un projet, qu'elles vont investir dans une entreprise, il y a une toute petite partie des émissions qui va être générée par le projet, par l'entreprise, qui sont attribuées à la banque. Ça, ce n'est pas une méthodologie Oxfam d'une ONG écolo folle, on va dire ça comme ça. C'est un classique calcul qu'on appelle une empreinte carbone. Et donc, il y a le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Et en gros, le scope 3, c'est un peu les émissions indirectes liées au financement et aux investissements d'une banque. Ça représente 99,9% de l'empreinte carbone d'une banque, mais c'est comme ça que, en fait, on a des banques, puisqu'elles gèrent beaucoup d'argent et qu'elles financent beaucoup de projets, qui polluent beaucoup. Mais particulièrement, quels projets sont émetteurs de CO2? Ce sont avant tout les énergies fossiles. Or, les banques françaises, et notamment ces 3 banques, financent énormément les énergies fossiles. Et elles continuent de financer ces énergies fossiles et d'augmenter leur financement et leurs investissements dans les énergies fossiles. Sauf le charbon, j'en reparlerai après. Ce qui est une bonne nouvelle, elles ont arrêté de financer le charbon, mais elles continuent par exemple d'augmenter leur financement dans le pétrole et le gaz, et notamment dans tout ce qu'on appelle pétrole et gaz non conventionnels, donc ce qui est pétrole et gaz de schiste par exemple, qui sont les plus polluants et ceux qui ont le plus d'impact sur la biodiversité. Donc voilà pourquoi 3 banques françaises ont une empreinte carbone supérieure à l'ensemble de la France et pourquoi les banques ont un énorme impact sur le climat. Donc au total, quand on regarde les émissions carbone de l'ensemble des banques en France, ça représente combien de fois par rapport aux émissions carbone de la France? On a une évaluation? Oui, ça va dépendre de chaque banque. La banque la plus polluante, c'est BNP Paribas. Alors, mais au total de toutes les banques françaises? Au total, c'est 8 fois l'empreinte carbone de la France. Mais après, il y a des doubles comptes, etc. Mais globalement, c'est 8 fois. Si on prend toutes les banques françaises, c'est les banques traditionnelles, donc on ne prend pas le crédit coopératif dedans, par exemple, c'est 8 fois l'empreinte carbone totale de la France. Alors,
en reprenant toujours les chiffres d'Arnaud, on voit que pour 38% des Français, ils pensent qu'il n'est pas possible de savoir comment les banques utilisent l'argent que nous déposons chez elles. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre ces informations plus accessibles ? Alors, c'est le travail que nous on fait, c'est-à-dire que les données là que je vous ai présentées, c'est nous qui les calculons ou avec des cabinets comme Carbone 4. En fait, il y a deux leviers d'une banque. Il y a les crédits et il y a les investissements. Donc, le portefeuille de crédit d'une banque, c'est je sais pas, je suis BNP Paribas, je vais faire un prêt à Total ou je vais faire un prêt à un particulier. En général, les prêts aux particuliers, c'est vraiment 1% des émissions d'une banque. C'est vraiment très faible. C'est surtout les prêts aux entreprises qui vont générer beaucoup d'émissions de CO2. Et il y a un autre levier qui est l'investissement. Et donc, c'est une banque qui va acheter une action, une obligation sur les marchés financiers d'entreprises en particulier. Aussi d'État, mais c'est surtout les entreprises qui polluent plus et qui vont générer la plus grosse empreinte carbone de la banque derrière. Et en fait, nous, à notre niveau, c'est de savoir, du coup, en fonction de si j'ai, ça répond à votre question, madame, tout à l'heure, si j'ai un compte courant ou si j'ai un compte épargne, c'est différent. Donc, on dit que pour le compte courant, mon argent va permettre, par exemple, si j'ai de l'argent chez BNP Paribas, je vais quand même, d'une certaine façon, parce que l'argent est fongible, c'est un peu technique, mais je vais permettre les frais de fonctionnement de la banque et ça va permettre à la banque de plus prêter à Total ou à d'autres entreprises, par exemple. Et de l'autre côté, par contre, il faut aussi avoir conscience que c'est surtout via son épargne qu'on a la plus grosse empreinte carbone et que notre empreinte carbone va être importante parce que la banque va directement acheter des actions et des obligations d'entreprises sur les marchés financiers. Et en termes de transparence, le souci, c'est que, je vous fais très rapidement, mais en fait, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le secret bancaire. Et donc, en fait, on a accès à une partie des prêts que font les banques. Donc, vous, moi, etc. Enfin, on peut regarder sur des documents en ligne les prêts que font les banques, mais pas tous les prêts. Et tout ce qui est prêts bilatéraux, c'est-à-dire quand une banque fait un prêt à une entreprise, on ne sait pas. C'est du secret bancaire. Donc, toutes ces informations-là sont inconnues. Donc, les chiffres que je vous ai donnés avant, ils sont en plus sous-estimés. Et il y a une autre information qui est donc de savoir quand est-ce que où est-ce que l'argent de mon assurance vie va. Donc c'est-à-dire si je le confie à BNP Paribas ou Crédit Agricole, qu'est-ce que Crédit Agricole va dans quoi Crédit Agricole va investir, dans quel fonds, c'est-à-dire dans quelle liste d'entreprises derrière. Ça, il y a plus ou moins de transparence, mais on reviendra dessus tout à l'heure, je pense. Mais Alexandre, si les données ne sont pas publiques, comment fait Oxfam pour faire son étude ? Alors, sur les prêts, en fait, donc tout ce qui est prêts bilatéraux, ce que je vous disais, on n'a pas accès, mais souvent, en tout cas pour les grosses entreprises et les gros projets, par exemple tout ce qui est major pétrolière, quand elles vont faire des nouveaux puits de pétrole, des choses comme ça, elles vont se mettre en pool bancaire, c'est-à-dire que l'entreprise va faire appel à un pool bancaire, c'est-à-dire plusieurs banques pour les financer, parce que c'est des gros projets qui ont besoin de beaucoup d'argent. Et ça, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est disponible sur les marchés financiers, sur des bases de données financières. Donc nous, on va sur les marchés financiers, on regarde en une année, et on regarde toutes les lignes de financement qu'il y a eu entre une banque et une entreprise, et enfin entre toutes les entreprises des énergies fossiles, et ça nous permet de retracer tout cela. Merci. Alors Léo, on va passer à du plus micro, parce que là on était dans un macro assez terrifiant. Vous avez participé à la création de Rift, qui est donc une application qui permet de connaître l'impact de ses placements sur notamment la planète. Or, dans les chiffres que citait Arnaud, 57% des Français ne savent pas ce que les banques font de leur argent. Donc vous, au travers de votre application, vous donnez des informations sur à quoi sert l'argent sur ces produits spécifiques. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, comme Alexandre vous l'a dit, les acteurs qui ont la plus grande empreinte écologique, c'est la banque, parce qu'elle finance beaucoup de projets. Et comment elle finance beaucoup de projets ? Eh bien, c'est grâce à vous, parce que vous leur confiez votre argent. Le travail qu'on a fait sur Rift, c'est d'abord d'éclairer cette problématique-là, parce que je pense que c'est peut-être pas une question qu'il y avait dans l'Observatoire. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont même pas conscience que leur argent qui est dans une banque a un quelconque impact sur la société dans laquelle ils vivent. Ensuite, comme l'a dit Alexandre, il y a un vrai problème de transparence dans la sphère financière. En gros, tous les produits financiers où vous pouvez retirer votre argent quand vous voulez et vous êtes sûr de ne pas le perdre, on sait à peu près rien, sans faire des investigations poussées, de ce qu'ils financent. Tous les produits financiers où vous pouvez perdre de l'argent, là, on a un petit peu plus d'informations, puisque comme vous pouvez perdre de l'argent, on vous donne un petit peu plus d'informations. Le premier travail qu'a fait Rift, c'est d'aller chercher de la transparence pour que vous puissiez savoir ce que vous financez.
Donc on y reviendra après sur l'empreinte écologique. Mais déjà, qu'est-ce que vous financez? Est-ce que vous financez plutôt des grandes entreprises, des PME, l'État, du logement social parfois, grâce au livret A ou livret développement durable par exemple? Savoir sur quel secteur vous êtes exposé aussi. Vous avez peut-être envie de soutenir le secteur, je ne sais pas, de l'automobile parce que vous aimez bien les voitures. Au contraire, pas envie du tout de soutenir le secteur du tabac parce que, comme moi, ancien fumeur, on n'a pas trop envie de soutenir ce secteur. Savoir également qui gère votre argent, parce que dans les méandres du circuit financier, c'est rarement la personne que vous avez en face de vous qui gère votre argent. Quand on parle de grands groupes comme le Crédit Agricole, BNP Paribas, en fait c'est beaucoup d'entités différentes. Certaines sont des banques, d'autres des assureurs, d'autres ce qu'on appelle des gestionnaires d'actifs. Et donc retracer comme ça qui gère votre argent et savoir quelle politique ils ont en termes de relations avec les entreprises, parce qu'en gérant votre argent, ils ont le pouvoir aussi d'essayer de transformer les sociétés dans lesquelles elles sont investies. Et ensuite, en travaillant sur le même type de données qu'Oxfam, quelle est l'empreinte écologique de votre épargne? Et donc là, nous, on ne va pas raisonner au niveau d'une banque dans son ensemble, mais vraiment au niveau du produit financier. Donc, par exemple, dans une grande banque française, vous avez probablement des comptes courants qui sont assez polluants, parce que l'argent que vous mettez sur ces comptes courants est mélangé dans tous les types de financement de la banque, et donc y compris quand il investit dans les énergies fossiles, mais ils ont probablement développé certains produits financiers qui sont plus responsables et qui, par exemple, n'investissent pas du tout dans le secteur de l'oil and gas. Et donc on va vraiment chercher produit financier par produit financier, qu'est-ce que vous financez, quelle est l'empreinte environnementale. Donc si vous rentrez votre épargne sur Rift, vous savez quelle est votre propre empreinte environnementale et ce que vous financez réellement. Alors justement, est-ce que dans le contexte actuel où on voit que le climat change, qu'il y a des problèmes sociaux et qu'il y a des injustices sociales flagrantes, est-ce que vous avez l'impression que les personnes téléchargent votre appli de plus en plus? Et surtout une fois qu'ils l'ont téléchargé, parce que c'est pas comme être dans un supermarché avec son appli Yuka, c'est quand on choisit un placement ou un produit, on va y rester quand même quelques semaines, voire quelques mois, voire quelques années. Donc est-ce que vous avez l'impression que les personnes reviennent ensuite et peuvent se remettre en cause dans leur choix? Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas donné, mais l'ordre de grandeur, on a à peu près 50 000 personnes aujourd'hui qui utilisent l'application, dont 12 000 sont passées à l'action. C'est-à-dire qu'elles sont entrées dans une démarche. On ne peut pas savoir exactement si elles ont vraiment changé leur épargne, mais en tout cas, elles sont entrées dans cette démarche-là. Ce qu'on voit, c'est que quand il y a des grands événements, nous, on s'est rendu compte, en fait, en travaillant aussi au quotidien sur Rift, que quand il y a des grands événements qui font scandale, généralement, elles sont liées à notre épargne. Scandale Orpea, lié à votre épargne. Scandale Pemex, une plateforme pétrolière qui brûle, lié à votre épargne. Et donc, quand on met en avant le lien qu'il peut y avoir entre notre épargne et ces événements du quotidien, là, on voit que les gens reviennent et que ça peut les faire passer à l'action. Parce que dire votre épargne a une empreinte carbone de 50 tonnes de CO2, bon, c'est impressionnant, on devrait en faire 2 par an, donc 50, ça paraît beaucoup, mais ça ne donne pas beaucoup de moyens d'action. Par contre, vous dire, vous financez une entreprise qui maltraite nos anciens, là, ça déclenche plus le passage à l'action. Donc, plus de personnes qui viennent se renseigner, là, il y a une augmentation. Oui, tout à fait. À chaque fois qu'il y a des vagues de... En fait, nous, les scandales des grandes entreprises sont notre meilleur moteur de croissance. Il y a mieux comme critère. Malheureusement, je pense que ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter pour les prochaines années. Mais un peu plus sérieusement, je pense aussi que c'est parfois très difficile pour quelqu'un de changer de banque. Ça, c'est un message qu'on a un peu différent entre Rift et un certain nombre d'autres acteurs. Quand on a un crédit immobilier, quand c'est la banque familiale et que ça nous fait un petit peu de facilité parce que c'est la banque familiale, il est parfois difficile de changer de banque. Donc on encourage les gens qui le souhaitent à aller vers les acteurs les plus responsables, bien entendu, mais également n'importe quel acteur, même s'il n'est pas prêt à changer de banque, à interpeller son conseiller, parce que c'est qu'en interpellant notre conseiller, en les mettant malgré eux dans la difficulté pour eux-mêmes demandent des formations en disant c'est pas normal, j'ai 10 clients ce mois-ci qui sont venus me voir pour me demander des produits verts, mais je sais pas ce que je peux leur donner, qu'ils auront accès à plus de formations, que la banque s'engagera à créer plus de produits financiers qui correspondent à nos valeurs et que donc nous-mêmes en tant qu'épargnants consommateurs, on pourra faire des décisions d'investissement qui nous correspondent. Merci Léo. Lionel, vous êtes dans un univers très différent. Vous travaillez dans une association qui fait notamment du plaidoyer et des actions de terrain pour les océans. Et vous, votre association est bénéficiaire d'un produit qui est bien noté chez Rift. Et justement, vous êtes bénéficiaire d'épargne de partage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept ? Oui, je vais d'abord juste
repréciser effectivement ce qu'est Surfrider Foundation Europe pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, parce que souvent on fait partie des associations pas très connues, ça veut dire que je ne fais pas très bien mon travail, et donc il y a encore beaucoup surtout de travail vous êtes à faire. venu sans votre surf, alors c'est plus Exactement, compliqué. non, je ne l'ai pas pris, j'ai juste pris mon petit logo. Association de protection des océans depuis 1990, créée par des surfeurs qui en avaient marre de revenir la peau couverte de boutons de leur session de surf et de voir leur plage jonchée de déchets. D'abord en 84 aux États-Unis, en 90, un surfeur américain, triple champion du monde de surf, a disséminé Surfrider à l'échelle européenne, et donc on agit aujourd'hui sur plusieurs thématiques que sont les déchets aquatiques, essentiellement le plastique dont vous entendez souvent parler, un peu grâce à nous, autour de la qualité de l'eau et de la santé des usagers, parce que comme on est des surfeurs, on s'intéresse évidemment à la santé de l'océan, mais aussi à votre santé à vous. Et puis tout ce qui concerne le changement climatique et l'artificialisation du littoral, le pétrole offshore, le transport maritime, tout ce qui génère une empreinte carbone et du CO2. Et on travaille de différentes façons, déjà via la sensibilisation du grand public, notamment à travers 50 antennes bénévoles partout en Europe qui vont sensibiliser des élèves, des passants, des gens dans la rue en faisant des collectes de déchets, notamment qui sont les actions pour lesquelles on est le plus connu en règle générale. Tout un travail d'expertise scientifique, parce que ces collectes de déchets, elles nous servent généralement à produire de la donnée, on trie, on compte nos déchets pour savoir exactement de quoi ils sont constitués et faire évoluer les lois. Et ça, c'est le dernier volet dont vous parliez, Laurence, le lobby. Les actions de plaidoyer, puisque si on a envie que la situation bouge, ça passe évidemment par le citoyen, et souvent on lui tape souvent en disant coupez votre Wi-Fi, ce qui nous a fait un peu rire, mais bon, ça passe aussi par le citoyen, ça passe essentiellement par nous, mais ça passe aussi par la réduction de l'empreinte carbone des entreprises, comme l'a très bien expliqué Alexandre, et puis les institutions publiques pour qu'elles se bougent les fesses pour faire évoluer les lois. Et donc nous, on va les piquer au vif sur ces sujets-là. On bénéficie de la générosité du public via le crédit coopératif. Aujourd'hui, Surfrider Foundation, c'est un budget, on n'est pas une toute petite asso quand même si je dois faire mon travail pour que vous nous connaissiez mieux, mais c'est un budget de 4,6 millions par an, donc c'est quand même un budget assez colossal, avec notamment 1,6 million qui vient de la générosité du public, ce qui représente aujourd'hui à peu près 33% de notre budget. Et dans cette générosité du public, il y a effectivement la générosité qui passe par certains produits bancaires et les produits bancaires du crédit coopératif. Donc au crédit coopératif, et là je vais faire la pub du crédit coopératif, mais je le fais avec beaucoup de plaisir, étant moi-même client du crédit coopératif. La carte Agir, donc la carte Agir, c'est une carte bancaire qui vous permet, à chaque fois que vous faites un retrait, le crédit coopératif reverse une petite partie, fait un petit don aux associations qui sont partenaires du crédit coopératif. Il y a le compte Agir. Donc le compte Agir, c'est un compte qui vous permet, selon des critères qui sont définis à l'ouverture de votre compte, de pouvoir savoir où vous allez placer votre argent. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc on peut choisir d'investir plutôt dans des projets qui vont financer des projets éoliens ou du solaire, ou des logements sociaux, ou des maisons pour handicapés. Enfin voilà, il y a des choses, c'est très varié. Donc le compte Agir vous permet de savoir où vous mettez votre argent, et là vraiment pour le coup de donner du sens à votre argent. Et puis le livret Agir, c'est un livret d'épargne qui vous permet de partager des intérêts avec les associations partenaires du crédit coopératif dont Surfrider fait partie. Et cette année, donc, je vous disais qu'on a un budget de 1,6 million, et grâce au crédit coopératif, c'est 74 000 € qu'on a pu lever grâce au crédit coopératif. Pourquoi c'est important pour nous cet argent ?
Dans le financement des associations, et c'est important que vous l'ayez en tête parce que c'est un sujet qui commence pas mal à sortir dans les médias, etc. On dit les associations pas si vertueuses, etc. Il faut comprendre comment ça fonctionne une association. C'est pas si simple. Elle a besoin de fonds et elle a besoin d'utiliser ces fonds intelligemment. Et puis elle a un loyer à payer, elle a de l'électricité à payer. Quand c'est une grosse association, elle a un peu des salariés aussi à payer parce que tout ne peut pas reposer sur des bénévoles si on veut que ça fonctionne au quotidien 7 jours sur 7 parce que les bénévoles ils font ça quand ils peuvent, quand ils ont le temps, mais ça peut pas fonctionner comme ça. C'est le cas pour beaucoup d'associations, c'est le cas chez Oxfam, c'est le cas chez Au Resto du Cœur, c'est le cas chez Médecins du Monde, à la Croix-Rouge, où vous voulez. Donc voilà, donc on a des charges. Et donc dans les financements des associations, il y a des financements publics. Nous, par exemple, à Surfrider, on a un gros fonds européen, parce qu'on est une association européenne qui s'appelle le Live Funds. Ça représente beaucoup de sous, et c'est des sous qui sont intéressants, parce que ça nous permet de faire plein de campagnes à l'échelle européenne. C'est pour ça qu'ils nous donnent ces sous-là, c'est parce qu'on est des vrais Européens, et puis on va assumer même chez Surfrider d'être assez europhile, aussi parce que les lois qui sont prises, les lois environnementales les plus importantes sont prises à l'échelle européenne, donc c'est un échelon qui nous intéresse. Et puis il y a des entreprises privées aussi qui nous financent, mais ces entreprises, quand elles nous financent, ce sont ce qu'on appelle des dons fléchés. C'est-à-dire que ils vont nous dire, voilà, votre campagne de collecte de déchets, moi je vous donne tant de sous, mais pour faire des kakémonos, acheter des sacs poubelles, vous faire des nouveaux t-shirts où il va y avoir mon logo dessus, etc. etc. J'exagère un petit peu sur le logo dessus parce que c'est pas trop vrai. Mais c'est pour vous conceptualiser un peu. C'est des dons vraiment où on nous dit vous devez utiliser ces sous pour ça. Et donc chaque année, on fait des demandes de subventions. On leur dit on a besoin de sous pour faire ça. Ils nous disent ok, vous allez utiliser, on vous donne des sous pour faire ça. Et à la fin de l'année, on fait un bilan et on vous dit voilà, on a bien fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. La générosité du public, c'est ce qui nous permet de financer aussi tout ce qui ne rentre pas dans ces projets. Déjà, quand on a des projets de financement comme ça, généralement, les institutions publiques, les entreprises, elles vont financer 80% du projet, mais il restera toujours 20% qu'il faudra qu'on trouve à financer. La générosité du public, elle nous sert à ça, essentiellement, à financer le complément des projets. Elle nous permet notamment de faire nos actions de plaidoyer, parce que c'est ce qui est le moins facile à faire financer. Demander à l'Europe de nous filer des sous pour aller leur taper dessus, éventuellement, c'est peut-être un peu compliqué. Donc ça nous permet notamment de financer des frais d'avocat, par exemple. Ça va nous permettre de financer un peu de frais de structure, parce qu'on en a besoin, comme je vous disais, on paye de l'électricité, on paye de l'eau, comme tout le monde. Elle va nous permettre de lancer des nouveaux projets. Voilà, ces fonds, ils nous servent à ça. Donc c'est pour ça que les fonds de la générosité du public, ils sont hyper importants, parce qu'ils nous permettent aussi une certaine forme de souplesse par rapport à nos projets et nous permettre de se dire là, grâce à la générosité du public, on a un matelas de sécurité qui nous permet de faire cette action en justice qu'on hésitait à faire parce que ça coûte cher de faire une action en justice. Je prends cet exemple parce qu'il est assez parlant, il y a plein d'autres choses, mais c'est pour essayer de vous représenter. Et de se dire, là, on peut financer un cabinet d'avocats qui coûte un peu cher pour pouvoir poursuivre un armateur ou un armateur de bateau parce qu'il a dégazé en mer et qu'on s'est porté partie civile pour pouvoir faire ce genre d'action. D'où l'importance vraiment des fonds non fléchés. Ouais, les dons non fléchés, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour ça. Et c'est vraiment quelque chose qui me semble être vraiment une clé de votre compréhension en tant que citoyen et en tant que potentiel financeur d'associations. C'est de bien comprendre que les grandes entreprises qui peuvent nous financer, les grandes ou petites entreprises d'ailleurs, parce que nous on a un financement d'entreprises qui est grandissant parce que les entreprises ont des politiques RSE, mais je pense qu'on y reviendra dans la deuxième partie de cette table ronde. Donc les entreprises ont à cœur d'aider de plus en plus les associations aussi, parce que comme l'expliquait Arnaud tout à l'heure, les entreprises elles changent aussi peu à peu, elles se rendent compte que leur mission, elles ont une vraie mission sociale par rapport à la planète et par rapport au quotidien. Elles ont un vrai, c'est pas non seulement un pouvoir économique, c'est aussi un pouvoir humain quelque part, et donc elles ont de plus en plus à cœur d'essayer de faire les choses mieux, de produire mieux,
Voilà, et avec toujours la tangente et le fil d'équilibriste qui est de ne pas tomber dans le greenwashing. Et donc ça, c'est nous un gros enjeu pour nous d'accueillir les demandes des entreprises et de les accompagner, d'accompagner les salariés, d'accompagner les clients des entreprises pour les faire changer leurs pratiques. Et donc voilà, tout ça pour dire que la générosité du public, c'est important aussi. Dès qu'on peut avoir cet argent dit non fléché, pour lequel qui n'est pas orienté vers telle ou telle campagne, ça nous permet d'avoir la souplesse et les mains libres de pouvoir faire plus de choses et de pouvoir nous permettre aussi d'avoir une bonne solidité financière derrière. C'est important de le comprendre et de le savoir. Et je voulais vraiment insister sur cette partie-là parce qu'on a pu entendre, il y a notamment des reportages qui sont passés, je crois, sur M6 sur ce sujet-là, etc. Et je trouve que c'est vraiment important que vous ayez conscience de comment ça fonctionne une association parce qu'elles sont méconnues et on a l'impression qu'elles sont là, qu'elles sont autour du pouvoir, etc. Ce qui est vrai, on est là pour faire changer les choses. Mais voilà, cette notion de don non fléché est extrêmement importante. Donc don non fléché, mais qui donne du sens à son argent. Qui donne complètement du sens à son argent, parce que derrière, poursuivre je reprends cet exemple de finance, un cabinet d'avocats, poursuivre des armateurs pour montrer que pour faire condamner des bateaux et derrière faire peur aux autres affréteurs de bateaux et de se dire bon j'ai plutôt intérêt à me tenir à carreau parce que maintenant je sais que je peux être condamné, que ça me coûte cher à mon entreprise, et ça fait partie des choses qui font vraiment changer la donne. Merci Lionel. Bon, maintenant, chacun d'entre vous, en quelques mots, vous allez me dire pour vous qu'est-ce que donner du sens à son argent, qu'est-ce qui exercer le pouvoir de l'argent et pour avoir un impact environnemental. Arnaud. Il y a une notion que je n'ai pas évoquée dans les études, mais moi, c'est cette notion qui m'a fait changer mon point de vue, c'est la notion d'alignement. Comment on réussit à être aligné entre ses valeurs et ses comportements au quotidien? Je trouve que c'est quelque chose, c'est une notion qui est importante, qui n'est pas facile, parce que ça nous oblige à comprendre, ça nous oblige à changer nos habitudes, ça nous oblige à avoir une certaine discipline. C'est extrêmement compliqué, mais effectivement, moi, cette notion d'alignement, elle me tient à cœur, et d'un point de vue plus sociétal, je pense que c'est de ça dont on doit le plus parler aujourd'hui. Oui, d'autant plus qu'on a tendance à se dire que l'argent n'est pas un bien de consommation. Or, il fait partie des biens de consommation au même titre que ce qu'on consomme comme nourriture, comme énergie et comme type de mobilité. Merci. Je pense que donner du sens à son épargne, c'est reprendre un pouvoir qui nous est dû, un pouvoir de catalyseur du monde dans lequel on veut vivre, un catalyseur d'initiative qu'on veut voir grandir au quotidien, et aussi un pouvoir de transformateur, parce qu'en tant qu'épargnant, en tant qu'actionnaire, c'est à nous de rendre des comptes les entreprises, indirectement aux banques, et donc reprendre aussi ce pouvoir de transformateur pour voir la société évoluer dans le sens dans lequel on a envie de l'avoir évolué. Alexandre ? Je considère que la finance d'aujourd'hui façonne le monde de demain. Donc on dit que quand on utilise sa carte bleue, c'est voter. Mais je pense que aussi voter et faire acte de citoyenneté, c'est pour mieux utiliser sa carte. Donc c'est pour mieux utiliser son argent. Et donc en fait, quand l'argent exerce son pouvoir, par exemple, nos impôts sont utilisés par l'État qui va pouvoir financer beaucoup de choses derrière. Les collectivités font des emprunts dans différentes banques pour financer, je sais pas, des écoles, des stades de foot, plein de choses comme ça. Et les banques financent plein de projets. Et donc là-dessus, exercer son pouvoir, exercer le pouvoir d'argent, c'est aussi interpeller son député, son maire, sa banque, par rapport, et pour savoir comment elles utilisent ou ils utilisent notre argent. Moi, ce que je ressens, c'est que être client d'une banque, c'est avant tout être citoyen plus qu'être consommateur. Et en ça, faire un choix de banque, c'est un choix conscient. À chaque fois qu'on fait un acte, à chaque fois qu'on décide d'acheter ou de ne pas acheter cette chose, à chaque fois qu'on décide de prendre tel mode de transport ou tel autre, à chaque fois qu'on décide d'acheter de telle façon ou de telle façon, on fait un choix de consommateur, mais on fait un choix de citoyen, on fait un choix de quel monde on veut pour demain. Et la banque joue un rôle extrêmement important là-dedans, les produits bancaires jouent un rôle extrêmement essentiel. Et donc, ce que je ressens en tout cas, en tant que citoyen aussi, c'est de toujours se poser la question à chaque fois qu'on veut faire un acte d'achat quel qu'il soit, que ce soit prendre un abonnement à un truc, que ce soit payer une facture ou quoi que ce soit, de se redire
Est-ce que c'est ça le monde que je veux pour demain ? Sans se prendre trop la tête non plus, mais à mon avis, quand on commence à se poser cette question-là, on se la pose une fois, 2 fois, et puis après, en fait, c'est quelque chose qui vient assez naturellement. Et voilà, consommer, c'est, comme le dit exactement Alexandre, consommer, c'est un bulletin de vote, quoi. Notre carte de crédit, c'est notre meilleur bulletin de vote. Donc voilà, on est citoyen avant d'être consommateur, à mon avis. Alors on va rentrer encore un petit peu plus dans le débat et j'aimerais entendre Léo et Alexandre. On voit que les banques ont des pratiques douteuses en matière de climat, notamment via le rapport d'Oxfam. Et comment est-ce qu'on peut débusquer, nous, dans le quotidien, le vrai du faux dans les banques? Parce que quand on les écoute, elles sont toutes mirifiques. Oui, moi je dirais qu'il faut poser la question plusieurs fois. Effectivement, il y a encore dans la sphère financière, parce qu'elle a toujours été extrêmement opaque, une habitude de considérer le client un peu comme un médecin considère son patient, il lui donne un traitement et le patient n'a pas grand-chose à demander, c'est l'avis du médecin. De la même façon, un conseiller conseille un produit financier à son client et le client n'a pas le droit de questionner. Et donc, je pense que c'est la première chose à faire et fait penser en parlant d'interpellation que c'est quelque chose qu'on fait sur Rift, nous permettre d'interpeller votre conseiller en disant bah voilà, j'ai vu que mon épargne avait une empreinte carbone de temps, j'aimerais qu'on en discute. Je pense que ça c'est vraiment la première étape, pas se laisser avoir par des vidéos de présentation, des super noms, produits financiers green de 100% climate change, et vraiment en discuter avec son conseiller. Si on voit qu'il nous parle avec un jargon sans jamais vraiment rentrer dans le détail, probablement il n'en sait pas grand-chose. Je ne pense pas qu'il mente, je pense qu'il n'en sait pas grand-chose. En revanche, s'il rentre dans le détail, qu'il explique vraiment comment ça fonctionne, avec des mots simples, que ça nous permet de le comprendre, bah là probablement il n'est pas en train de nous mentir. Je pense qu'il y a aussi peut-être un dernier point assez important, c'est de démystifier la finance, parce que les gens dans la finance portent tous des costumes cravates. On a l'impression que c'est hyper compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de faire à manger une recette différente tous les soirs que d'apprendre comment fonctionne un produit financier et d'être capable d'en discuter avec son conseiller. Donc ça, c'est aussi peut-être un premier conseil que j'ai. Il y a plein de ressources publiques, gratuites sur Internet et il ne faut pas hésiter à les utiliser pour avoir le niveau 1, la formation financière. Vous pouvez regarder vous pouvez taper banque et climat Oxfam et vous aurez des rapports qui vous permettent de vous orienter, mais je vous fais un résumé rapide. En fait, les banques ont elles mettent en place des politiques sectorielles. Donc des politiques sectorielles, c'est des politiques qu'elles prennent en œuvre de leur côté. Et je vais vous prendre juste l'exemple du climat et des énergies fossiles en particulier, parce qu'elles sont responsables à 80% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Comme disait Arnaud tout à l'heure, en fait, il y a les banques, mais il faut avoir des nuances dans les banques. Et donc, en fait, en France, on a 6 banques, 6 grosses banques. Après, on a des banques éthiques comme le Crédit Coopératif, la Nef, etc. Mais on a 6 grosses banques, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Crédit Mutuel et la Banque Postale. Donc il y en a 6, c'est assez facile. Si on prend l'exemple des énergies fossiles, la Banque Postale s'est engagée à ne plus financer les énergies fossiles, ce depuis octobre 2021, et ce sous la pression de plaidoyer d'associations, y compris Oxfam. Donc la Banque Postale a décidé de ne plus financer les énergies fossiles. Le Crédit Mutuel a pris des engagements assez forts en ce sens et va renforcer de plus en plus sa politique là-dessus pour ne plus financer les énergies fossiles. D'un autre côté, on a BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Banque Populaire Caisse d'Épargne qui continuent de financer les énergies fossiles et qui continuent de financer tout ce qu'on appelle le pétrole et gaz non conventionnel. Ça, on le sait grâce à en fait leur politique sectorielle. Donc c'est un papier qui dit qu'est-ce qu'on finance ou pas. Et donc elle parle des énergies fossiles. Nous, dans le rapport Oxfam, en gros, dans les rapports Oxfam, on dit juste voici ce que dit la banque ou pas, parce que c'est des papiers un peu techniques. Mais voilà, pour avoir à peu près une image, un panorama des banques et de leur financement dans les énergies fossiles. Mais après, Alexandre, il faut quand même faire la part des choses, parce qu'on sait que si par exemple on finance une nouvelle centrale à charbon, ça va être un financement sur 30 à 50 ans. Donc je pense qu'il y a la partie où les banques ont déjà été engagées et elles ne peuvent pas arrêter un prêt qui est en cours. Et il y a la partie des nouveaux prêts sur notamment les bombes carbone dont on entend parler sur les 400 bombes carbone dans le monde, mais aussi les différents projets nouveaux qui peuvent être liés aux énergies fossiles. Et ça, je ne sais pas dans quelle mesure Oxfam peut faire la différence.
Oui, tout à fait, c'est une très bonne question. La première chose, c'est en fait quand je dis ne finance plus les énergies fossiles ou n'investisse plus dans les énergies fossiles, c'est pas juste du désinvestissement, c'est pas vendre toutes les actions fossiles qu'elles ont, c'est pas dire à Total on avait un prêt pendant 10 ans et en fait maintenant au bout de 5 ans je l'arrête. On ne demande pas ça, parce que ça a des conséquences économiques derrière qui peuvent avoir des conséquences sur les salariés, etc. Ce qu'on demande, c'est de plus faire de nouveaux prêts ou de nouveaux investissements dans des projets d'énergie fossile. Donc, c'est-à-dire que si Total aujourd'hui, qui n'est pas aligné sur l'accord de Paris, vient vous voir en tant que banque et vous dit « je veux faire un nouveau prêt » ou « je veux que vous achetiez une de mes actions », etc., c'est refuser cela en mettant une condition à l'entreprise. Donc on inverse le rôle, c'est pas le client qui va voir la banque en disant c'est quoi le taux d'intérêt le meilleur, c'est on met une condition de savoir est-ce que toi, entreprise, tu es capable de me donner un plan de transition climatique. Donc c'est-à-dire, c'est un peu ce que tu disais Laurence, c'est un peu de dire est-ce que vous vous engagez à sortir des énergies fossiles d'ici 2030, 2040, 2050 progressivement. Donc c'est ça la nuance et c'est là où par exemple la Banque Postale a pris un engagement de dire on demande à toutes les entreprises aujourd'hui d'avoir un plan de sortie des énergies fossiles progressif d'ici 2030-2040 et on leur laisse environ 2-3 ans pour nous dire si elles mettent en place ce plan ou pas. Et je veux juste donner un petit motif, lueur d'espoir, j'en ai parlé tout à l'heure, mais que sous notre pression aussi, en fait je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais que aucune banque française ne finance le charbon aujourd'hui. Donc elle ne s'engage plus donc, y compris les grosses, BNP, Crédit Agricole, etc. Il n'y a aucune banque qui vont faire de nouveaux prêts ou de nouveaux investissements dans des entreprises qui développent des projets de charbon, ce qui est une bonne nouvelle. Donc ça avance petit à petit. Très bien. Alors, maintenant, Arnaud, vous avez parlé du problème de transformer les habitudes. Vous aviez dit sur certains points qu'en 10 ans, on a réussi à avoir une évolution, sauf que là, on se rend compte qu'il faut que les choses changent vite. Donc, il faut changer les habitudes des consommateurs. Mais d'un autre côté, ils ont besoin, comme vous disiez, de pédagogie, d'information. Et puis d'un autre côté, on a les banques qu'il faut faire changer également. Or, on ne sait pas par quoi commencer, la poule, l'œuf, enfin, on en est toujours à la même question. On commence par quoi ? Je n'ai pas la réponse de ce par quoi il faut commencer, mais je voudrais juste donner... Ce sera une étude, ça. Voilà. Je voudrais juste revenir sur un événement qui, moi, sur ces sujets, m'a un peu traumatisé. C'est la dernière élection présidentielle. Je n'ai pas tellement entendu parler de ces sujets-là. On les a un petit peu abordés, on les a un petit peu effleurés, mais je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'on parle de sujets fondamentaux. Sur ces sujets fondamentaux, on n'est pas tous d'accord. On n'a pas tous les mêmes solutions. Certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises, certaines ont l'air bonnes et se révéleront mauvaises par la suite. Et je pense que ce sont des sujets sur lesquels il peut y avoir des vrais débats entre des libéraux, des antilibéraux, des gens de gauche, des gens de droite. Je trouve que ce sont des vrais sujets d'élection présidentielle. Donc pourquoi je ne peux pas répondre à votre question ? Parce que lors du dernier grand moment démocratique qu'on a eu, on a très peu abordé ces sujets. Donc malheureusement, j'essaie d'être quelqu'un, et je crois être quelqu'un d'assez optimiste au quotidien, mais suite à cet événement, on a eu une campagne sur à peu près aucun des grands enjeux d'actualité, à part effectivement quand a émergé la guerre en Ukraine, mais jusqu'à présent on n'en parlait pas, ou on parlait de sujets très 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 périphériques. Franchement, le sujet de la poule et l'œuf, moi je cherche à savoir quand est-ce qu'on va avoir un grand moment d'échange démocratique sur ces sujets. Et malheureusement, je n'ai pas la réponse. Mais je me dis, peut-être avec le temps, les entreprises ont un rôle à jouer, parce que par capillarité, les entreprises, c'est nous tous. C'est les salariés, c'est les personnes qui travaillent avec ces entreprises. Donc si ça ne se fait pas lors de grands moments démocratiques, peut-être que ça peut aussi se faire comme ça. Et Léo, est-ce que Rift est un lieu démocratique pour justement faire progresser les choses avec soit une influence sur les consommateurs, soit une influence sur les banques ? En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que ça doit faire partie du débat public de façon plus régulière, plus intense, et que ça ne peut se faire que si tous les citoyens comprennent les enjeux, se sentent capables d'en parler et commencent à passer à l'action. Donc on pense, nous, que la société civile est le lieu où se crée l'étincelle qui met un sujet sur la table. Enfin, par exemple, il n'y a plus de pailles plastiques maintenant. Bon, pourquoi ? Parce que les consommateurs ont commencé à se dire que de voir des pailles plastiques dans les nez des tortues, c'était quand même pas top. Et on commençait à en faire un sujet de société. Et c'est devenu un enjeu majeur. Après, effectivement, on voit quand même que le régulateur a un rôle essentiel pour accélérer, faire en sorte que le sujet progresse vraiment, mais on pense que c'est possible seulement si la société civile crée l'étincelle. Et Alexandre, est-ce que vous avez l'impression que les comportements des banques s'améliorent avec les années, puisque le rapport Oxfam existe depuis un certain temps ? Non.
En fait, il y a deux choses. Sur le comportement des banques, disons que oui, à nouveau, c'est la nuance. Quelle banque? La Banque Postale, Crédit Mutuel, clairement, ça va dans le bon sens. Elles prennent aussi des engagements de réduction de leur empreinte carbone. Après, on a des banques éthiques, comme on en a parlé, la Nef, Crédit Coopératif. Et sur les 4 plus grosses banques françaises, malheureusement, on voit qu'il y a plutôt une tendance à l'augmentation des énergies fossiles et une tendance à l'augmentation de leur intensité carbone, donc pas du tout. Et en plus, en parallèle de ça, parce que ces émissions sont liées donc à l'activité industrielle, en particulier des énergéticiens et des entreprises actives dans l'extraction fossile, on a, tu l'as mentionné tout à l'heure Laurence, 425 bombes carbone à l'heure actuelle. Donc des bombes carbone, c'est-à-dire que ce sont des projets très, très concrets qui vont émettre plus d'1 milliard de tonnes de CO2 sur l'ensemble de leur cycle de vie. Et en fait, il y a 40% de ces projets à l'heure actuelle qui ne sont même pas encore en cours de développement. Donc ils vont être développés. Pourtant, en parallèle, l'Agence internationale de l'énergie dit très concrètement que si on veut respecter un scénario de 1,5 degré, plus aucun nouvel investissement dans des infrastructures fossiles, pétrole, gaz, charbon, n'est compatible avec ce scénario 1,5 degré. Et on a 40% des projets de bombes carbone à l'heure actuelle qui vont être développés. Donc non, ça ne va pas dans le bon sens. Et si je peux me permettre juste de répondre sur la question de... En fait, c'est la question de savoir changer de banque ou changer les banques. Et ça revient à la question de savoir, une question de responsabilité et de pouvoir. Je pense qu'on a chacun une responsabilité face à la transition écologique. On a chacun notre part à faire, mais il y a des personnes qui ont plus de responsabilités. Par exemple, si on prend les 10% les plus riches en France, ils émettent en moyenne 25 tonnes de CO2 par an. Les 50% les plus pauvres en France émettent 5 tonnes de CO2 par an. Donc il y a une responsabilité qui est différente. Et ensuite, il y a le pouvoir, c'est-à-dire que quand on est actionnaire d'une grande entreprise, quand on est dirigeant d'une grande entreprise, quand on est très très riche et qu'on est milliardaire et qu'on a beaucoup d'argent, on a plus de pouvoir pour réorienter notre épargne que un Français parmi les plus pauvres, même si à nouveau on doit tous faire des efforts. Alors maintenant, on a beaucoup parlé du consommateur, mais on travaille, la plupart d'entre nous, on est bénévoles dans des associations. Or, on a aussi un rôle à jouer en tant que personne morale. Alors justement, Rift n'existe que pour les particuliers. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on est une entreprise, une association, une fondation, pour savoir à quoi sert son argent? Effectivement, alors la plupart des comptes courants, livrets, etc. C'est le même fonctionnement pour une association. On n'a pas développé de profil association. En revanche, c'est vrai que j'ai été en contact avec des fondations et des associations qui se posaient cette question, avec lesquelles on a échangé, on a fait les calculs à la main. Et c'est vrai que les résultats peuvent être très surprenants. Il y a par exemple des fondations qui mettaient la plupart en fait, elles ont de l'argent sous gestion, ça génère des bénéfices, et avec ces bénéfices, elles font des dons à des associations. Et notamment, il y en a qui œuvraient pour le climat et qui mesuraient leur impact en émissions carbone évitées ou en émissions carbone captées, et qui se rendaient compte qu'en fait, le bilan de leurs investissements faisait qu'elles avaient un impact net qui était négatif. Et donc, en fait, elles polluaient plus avec l'épargne qui générait leurs bénéfices qu'avec les dons qu'elles faisaient pour avoir un impact positif sur l'environnement. Donc, c'est des paradoxes voilà, qu'on peut révéler. Nous, s'il y a des associations, des fondations qui veulent savoir ce qu'elles financent et quelle est leur empreinte environnementale, qu'elles viennent me voir et puis on regardera ça. On va remonter un cran plus haut, parce qu'on a la chance d'avoir 2 associations à notre table, Oxfam et Surfrider Europe. Est-ce que vous faites attention à qui vous finance ? Qui vous fait les gros dons? Est-ce que vous seriez éventuellement capable de dire non à un gros chèque d'une entreprise qui n'est pas cohérente avec vos valeurs? Oui, heureusement. Oui, heureusement. Nous, la part des entreprises est de plus en plus importante dans Surfrider, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On a des process très clairs et très transparents sur le sujet. Déjà, on n'accompagne que les entreprises qui ont déjà une vraie démarche RSE et qui sont vraiment dans une démarche de transformation importante de leur entreprise. Donc on ne se fait pas financer par n'importe qui. Déjà, on a tout un process, on a une équipe déjà qui s'occupe des financements privés, qui les rencontre un à un, qui étudie, qui audite un petit peu tout ce qu'ils font, à la fois sur leur chaîne de production, de savoir est-ce qu'ils émettent beaucoup de carbone, est-ce qu'ils en émettent beaucoup mais qui sont déjà dans une démarche de réduction ou pas.
Parce qu'à Surfrider, on se dit aussi que nous-mêmes, on n'est pas parfait, on ne peut pas exiger l'excellence de chaque entreprise, c'est pas possible. En revanche, nous, on essaie de s'améliorer, d'être toujours un peu mieux le lendemain, et aux entreprises, on leur demande la même chose. Donc, on a tout un process qui est... Bon, déjà, on passe par tout ce qui est blacklist. Donc, effectivement, tous ceux qui produisent du plastique, génèrent des énergies fossiles, produisent des énergies fossiles, etc., eux, de toute façon, c'est non, par principe. Par principe, c'est juste parce que c'est logique, quoi. Ça ne va pas avec notre activité, ça ne va pas avec notre valeur, et ça ne va pas avec la façon dont on imagine le monde de demain. Donc, c'est non. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'entreprises qui viennent nous solliciter une à une et pour lesquelles on regarde si est-ce que leur démarche est conforme à nos valeurs ou pas, est-ce que leurs pratiques marketing sont conformes à notre éthique ou pas, avec toute la problématique du greenwashing dont je vous parlais tout à l'heure, jusqu'où ils vont, quel est leur plan de transformation. Qu'est-ce qu'ils font pour leurs salariés, pour les sensibiliser, pour inviter leurs salariés à être dans une démarche plus vertueuse pour demain? Qu'est-ce qu'ils font avec leurs clients? Comment ils aident leurs clients à avoir un impact plus raisonnable et à être plus sobre? Et la sobriété, c'est notamment un sujet chez nous. C'est-à-dire que, évidemment, les entreprises, elles sont là, et c'est la raison pour laquelle on travaille avec eux, c'est que c'est des entités économique incontournable, donc on pourrait être très dogmatique et dire l'entreprise, le patron, le grand capital, etc. Non, en fait, les entreprises, c'est ce qui vous permet de vous vêtir chaque jour, ce qui vous permet de vous chauffer chaque jour, c'est ce qui vous permet de vivre chaque jour. La question, c'est de se dire dans quel monde on veut vivre demain et d'essayer de faire des partenariats avec des entreprises qui sont déjà dans une démarche. Voilà. Alors comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le hiatus, effectivement, c'est le greenwashing. Donc comment on fait pour partir qu'avec des entreprises comme ça? Donc les entreprises, on travaille avec elles de différentes façons. Il y en a qui nous rétribuent une partie de leur chiffre d'affaires. On a eu un cas un peu auquel on ne croyait pas. Une boîte française qui s'appelle... zut, j'ai oublié son nom. Les boules, pardon. C'est des gens qui font des marques françaises avec du coton écologique produit dans des usines européennes, etc. Et qui ont conçu un beau sweatshirt féminin avec écrit Ocean au milieu. Et c'était quelque chose qui valait assez cher. Hein. Je crois qu'à l'achat, ça vaut 90 ou 100 euros, ce sweatshirt. Et ils nous rétribuaient 30 euros par vente de ce sweatshirt. Ça nous a rapporté 100 000 euros, alors qu'on pensait que ça allait nous en rapporter 7 à 10 000. Et voilà, parce que c'est une fringue que les jeunes femmes se sont arrachetées. Et voilà, il a eu beaucoup de succès, ce sweat. Est-ce que ce ne serait pas Baxter? Pardon? Baxter. Ah, Balzac, merci. J'ai vraiment honte et pardonnez-moi, je m'excuse auprès de l'équipe de Balzac d'avoir oublié son nom, pardonnez-moi. Et je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour nous aussi. Ce qui fait que c'est devenu un gros financeur alors qu'on ne s'y attendait pas. Voilà, c'est pour vous donner une petite anecdote. Après, ça peut aussi être des fondations d'entreprises, je pense notamment à la Massif ou à la Maïf, qui financent certains de nos projets, notamment les collectes de déchets. Où on a un autre projet qui s'appelle Plastic Origins. C'est une application sur le téléphone qui permet de faire des petites vidéos des berges de rivières pour pouvoir repérer où il y a des déchets et nous permettre de faire une cartographie européenne des déchets. Donc voilà, il y a des fondations d'entreprises qui nous financent comme ça. Donc voilà, on est très regardant et on a des process très scrupuleux. Et puis on a aussi une autre dynamique chez Surfrider, des entreprises qui nous contactent pour dire on veut sensibiliser nos salariés et on veut faire une opération avec eux. Et donc là, on a aussi un système de prestation, c'est-à-dire on vend la prestation à l'entreprise. C'est pas forcément une entreprise super vertueuse, mais c'est aussi une façon pour nous de les mettre en chemin aussi, de leur dire voilà, on a sensibilisé vos salariés aujourd'hui. C'est quoi la suite? C'est quoi le next step pour vous, quoi? Là, pour l'instant, vous avez voulu faire une bonne démarche parce que c'est dans les politiques RSE, etc., etc. Comment vous allez plus loin? Donc nous, on est vraiment dans cet accompagnement des entreprises et d'essayer de faire en sorte qu'elles se transforment. Et on veut travailler main dans la main avec elles et pas être dans une défiance dogmatique. Et chez Oxfam, comment sélectionnez-vous vos financeurs? Vous avez dû entendre que j'ai une parole libre vis-à-vis des banques, mais aussi de toutes les entreprises du CAC 40, parce qu'on publie régulièrement des rapports des entreprises du CAC 40, donc on ne prend pas d'argent des grandes entreprises pour avoir une indépendance totale. Ok.
Je vais bientôt vous laisser le micro parce qu'on a été très bavard, mais je me doute que vous avez aussi plein de questions. Je pose une dernière question à Arnaud pour que vous prépariez vos dernières questions en tête et que vous leviez la main pour qu'on vous passe le micro. J'aimerais qu'on revienne sur l'actualité avec la baisse du pouvoir d'achat, l'inflation, etc. Est-ce que, Arnaud, vous pensez que ça va être un facteur de moindre dynamisme pour changer de banque parce qu'on se dit ma banque me connaît, c'est pas le moment de changer, ou voilà, ou j'ai moins d'épargne, je vais pas forcément changer, ou au contraire, devant l'urgence de la situation climatique, de se dire bah si, c'est une prise de conscience, c'est maintenant que je dois changer de produit, de banque, etc. Donc quel va être l'impact d'après vous? Et là vous avez un petit côté Madame Irma qui vous va si bien. Quel serait potentiellement le changement de comportement? Alors, je ne sais pas pourquoi Madame Irma me va si bien, mais d'accord. Dans le côté prédictif, c'est tout. Non, en fait, évidemment, je ne vais pas trop jouer à Madame Irma, mais c'est plutôt l'idée de voir ce qu'on mesure dans l'opinion aujourd'hui. Effectivement, vous avez évoqué la baisse du pouvoir d'achat. Parallèlement, ce qui se passe en Ukraine nous contraint à nous poser la question de savoir d'où vient notre énergie. Donc c'est à la fois une occasion de pédagogie dans des mauvaises circonstances, mais c'est une opportunité de pédagogie extrêmement importante. Alors malheureusement, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure en commençant cette réunion, l'opinion publique, ça ne veut rien dire, il y a des opinions publiques. Mais il risque de se passer ce qui se passe souvent, c'est-à-dire que cette convergence de phénomènes qui permet de mieux comprendre les choses va certainement du côté des catégories les plus favorisées, les inciter à être mieux renseignés, à agir autrement. Et c'est quelque chose qu'on sentait, qu'on mesure, on sent que ça bouge du côté de l'opinion publique en ce moment chez les catégories favorisées. Clairement, ça peut les inciter à changer les choses. Malheureusement, du côté des catégories populaires, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, vous n'êtes pas en mesure de négocier quoi que ce soit avec votre banque et d'être mécontent avec votre banque. Donc là-dessus, c'est extrêmement compliqué. Et je pense que, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, vous le savez tous, qu'un des principaux enjeux des thématiques environnementales, c'est la thématique sociale. C'est-à-dire comment faire en sorte que les catégories populaires, que les personnes qui ne sont pas du tout en situation de force par rapport à leur banque, puissent pousser leur banque à faire certaines choses ou elles-mêmes à changer de banque. Ça, c'est quand même compliqué, puisqu'effectivement, avec un pouvoir d'achat qui va forcément se restreindre, elles seront encore moins qu'aujourd'hui en mesure de le faire. Donc effectivement, du côté de l'opinion publique, il va y avoir certainement des mouvements inverses, d'un côté auprès des catégories les plus favorisées et de l'autre côté auprès des catégories défavorisées. Merci Arnaud. Alors, quelle sera la première question? Qui se lance? Merci, bonjour à toutes et à tous. Je reviens vite fait sur ce qui a été dit au début sur les messages alarmistes qui faisaient naître du fatalisme. Malheureusement, la situation est alarmiste. Le rapport du GIEC le met en avant. Après, on voit bien que ce n'est pas du tout fataliste, puisque si on se bouge rapidement, on a encore une chance de maintenir l'augmentation à 1,5%. On vient de dire aussi que BNP Paribas était un des plus gros financeurs de produits qui émettent des gaz à effet de serre. Ils sont partenaires de l'événement. Du coup, il y a d'autres solutions qui sont présentées en bas sur de la finance verte ou solidaire. Comment je peux être sûr que ils font pas du greenwashing comme BNP Paribas? Est-ce que vous conseillez d'aller vers eux ou est-ce qu'on reste vers des banques comme le Crédit Coopératif ou la Poste qui vont proposer des choses et on sait qu'ils essaient de faire à peu près correctement leur boulot concernant l'environnement? Et dernière question, comment je peux introduire cette problématique de la finance, enfin de mon épargne, auprès d'un milieu professionnel pour essayer de faire évoluer mes mentalités, sachant que je suis au CSE et que j'aimerais bien mettre en place des articles pour parler de différents moyens d'agir. Merci. Alors, qui veut prendre la question? Alexandre, déjà, peut-être sur le greenwashing et peut-être Léo sur la partie CSE. C'est à l'avantage de convergence disons, d'avoir BNP Paribas Société Générale en partenaire et on va dire, d'avoir une liberté de parole derrière sur leurs actions aussi. Ça, c'est la première chose. Je trouve ça plutôt sympa. Après, en fait, en bas, il y a beaucoup d'initiatives, de fintech, etc. Je ne serais pas capable là de faire un panorama complet et de pouvoir vous dire qu'est-ce qui est bien ou pas. Je ne me suis pas encore baladé en bas, il faudrait que je regarde. Là, j'ai vraiment parlé en général des acteurs principaux. Après, oui, enfin, moi, très clairement,
En tant qu'Oxfam, je recommande le crédit coopératif qui ne finance pas les énergies fossiles, l'évasion fiscale, etc. Je recommande aussi la NEF qui ne fait que des projets à fort impact social et environnemental. Vous, en tant que citoyen, vous pouvez aussi, si vous voulez investir un peu plus loin, vous pouvez aller sur l'ITA qui va vous mettre en lien directement avec des entreprises à fort impact social et environnemental. Donc voilà, en tant que citoyen, c'est ça. Après, il y a plein de leviers. Si vous êtes dans une entreprise et que vous avez une épargne salariale, demandez à votre DRH, en général c'est le DRH je crois qui gère, qui gère l'argent? Est-ce que c'est Amundi, filiale du Crédit Agricole? Est-ce que c'est BNP Paribas? Est-ce que c'est Société Générale? Est-ce que ça finance les énergies fossiles? Savez-vous que si on continue à financer les énergies fossiles, en fait c'est incompatible avec un scénario 1,5 degré, rapport de l'Agence internationale de l'énergie, etc., etc. Enfin, voilà. En fait c'est là où moi j'ai une invitation à vous dire, interrogez-vous sur d'où vient l'argent et est-ce que cet argent finance les énergies fossiles et si oui, alors c'est incompatible et qu'est-ce que vous répondez à ça? Voilà, je vous invite à faire votre action de citoyen aussi et je pense que cette session servait à ça et à vous interroger systématiquement sur ça. D'autant qu'en épargne salariale, on peut demander la composition des fonds. Puisque dans l'épargne salariale, on peut demander la composition de chaque fonds. Donc on est un cran plus loin. Oui, c'est marrant, c'est les actualités chez Rift, on se demande comment on va intégrer l'épargne salariale et comment on va engager les entreprises dans la prise en compte de ce que veulent leurs employés dans la sélection de l'épargne salariale. Je pense que c'est un excellent sujet qui peut être fédérateur en plus au niveau de toute l'entreprise. Peut-être un autre outil que moi je peux recommander, c'est tout ce qui sont les calculateurs d'empreinte carbone, qui peuvent être une bonne façon pour chacun de faire un panorama de où est-ce qu'il a de la responsabilité. Et bon, Rift peut être la partie épargne, ou si on rentre son épargne, on va avoir l'empreinte carbone de notre épargne. Je pense que c'est un outil qui est assez général et qui permet à chacun de faire des efforts aussi, ce sur quoi il est prêt à faire des efforts. Il y a des gens, pas prendre l'avion, c'est embêtant, ça prend plus de temps, il faut bien dormir dans les trains, mais c'est pas dramatique. Il y en a d'autres, ça va être très 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 compliqué pour eux, et au contraire, il y a des gens, ils peuvent se passer de viande du jour au lendemain en décidant que en fait c'est incompatible avec la transition écologique, donc il faut le faire. Et il y en a d'autres, ça va être un long processus où on va d'abord réduire la viande rouge, puis la viande blanche, etc. Et donc je pense que la mesure de l'empreinte carbone est un très bon outil pour faire de la sensibilisation. Et changer de banque, c'est très très indolore par rapport à arrêter de manger de la viande. Vous aviez une question? Oui? Non? Alors je termine juste sur ce que vous disiez sur la dimension alarmiste. Moi, je me garderais bien de faire préconisation. Il faut être alarmiste, il ne faut pas l'être. C'est à chacun de décider. Je vois juste les résultats en termes d'opinion publique. Et effectivement, je pense qu'être alarmiste, je pense qu'il y a une différence entre les enjeux, qui ne peuvent que pousser à être alarmiste, et chercher en termes de communication à se dire qu'est-ce qui a le plus d'impact, qu'est-ce qui peut le plus produire des effets. Et c'est vrai qu'en termes d'opinion publique, on voit qu'une forme d'alarmisme peut d'un côté sensibiliser et d'un autre côté décourager, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire mener au fatalisme. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas une réponse globale, mais qu'il faut faire très attention, comme c'était dit à l'instant, à aussi donner des solutions aux gens. Les sensibiliser, leur faire peur, bien sûr, si on n'avait pas tous commencé par avoir peur, on ne serait pas là. Donc d'abord, on a eu peur, mais après, quelles solutions on a au quotidien? Et je pense que la dimension solution, ce sera vraiment ce qui pourra nous faire converger tous. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Arnaud, juste... Nous, on se pose beaucoup cette question en ce moment à Surfrider. On sent qu'il y a quelque chose, effectivement, là, on est arrivé à un moment où tous ceux qui avaient compris qu'il y avait urgence et qu'il fallait y aller ont décidé de se bouger pour faire en sorte que ça puisse bouger, justement. Mais il y a aussi tout un tas de gens qui sont encore très loin et qui se disent ouais, de toute façon, maintenant, tout est foutu pour qu'on se ferait chier. Donc, nous, c'est ceux-là qui nous intéressent maintenant et c'est à ceux-là qu'on a envie de s'adresser. On est en train de réfléchir à comment faire. Comment arriver à transmettre malgré tout des messages positifs, même si la situation est compliquée, et comment embarquer ceux qui ne sont pas encore embarqués. Et aujourd'hui, c'est un véritable enjeu. Tu le disais super bien dans tes chiffres au tout début. Plus on est informé, plus on sait, plus on est conscient, en gros, et plus on agit. Et puis il y a tous ceux qui ne savent pas bien encore. Nous, c'est tout cela là qui nous intéresse en ce moment parce qu'il faut qu'ils grimpent dans le bateau aussi, d'une façon ou d'une autre. Et voilà. Monsieur, allez-y.
Bonjour, alors moi j'étais en conférence aussi hier et j'étais en conférence notamment avec la BNP et le Crédit Agricole et je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Léo Garnier tout à l'heure sur Rift qui a apporté une partie de la solution, à savoir qu'on pouvait demander aux conseillers de créer les fameux produits verts dont on avait besoin et notamment en fait les deux banques hier ont parlé de gouvernance. Donc à savoir qu'une personne tiers, morale ou physique, pouvait imposer des réglementations. Et en fait, moi, j'aurais posé la question simple, pourquoi ils ne seraient pas eux-mêmes la gouvernance? Et alors là, ça a été un petit peu confus sur la fin. Mais du coup, moi, je vous demande à tous, si vous êtes là, et puis aussi à vous, comment nous, on pourrait leur imposer la gouvernance aux banques pour de choisir justement plus des produits verts, etc. Léo ? Vaste question, un programme présidentiel presque. Effectivement, chez Rift, encore une fois, on est vraiment convaincu que l'étincelle doit venir des épargnants. Et on a fait une action, pas rentrer dans le détail, mais on a fait une action en mai dernier où il y a 10 000 personnes qui envoyaient des mails à leur banque en 2 jours pour demander à leur banque comment ils faisaient pour s'engager dans la transformation d'une grande entreprise du CAC 40. Ces 10 000 personnes, ils étaient clients de ces banques, ils rentraient sur Rift leur compte bancaire et donc on repérait s'ils étaient exposés ou pas au financement de cette grande entreprise. Là, ça a fait réagir les banques. Les banques ont commencé à répondre. Quand les clients interpellent de façon massive dans un court laps de temps leur banque, les banques sont obligées de répondre. Donc, je pense que c'est en leur demandant des comptes, il y a beaucoup aussi d'initiatives privées qui repèrent les initiatives de greenwashing, qui les mettent en avant. Enfin, moi, je pense qu'il faut un petit peu les harceler, quoi. Après, il y a aussi d'autres méthodes. Il y a la méthode, vous êtes actionnaire d'une banque, vous demandez à rajouter une résolution. Et puis, on a le boycott, c'est changer de banque. Ou sinon, le boycott, en choisir une autre. Voilà. C'est aussi d'autres moyens où on exerce le pouvoir de l'argent. Du coup, je rebondis là-dessus. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai des comptes dans une des meilleures banques et dans une des pires banques. Ça fait beaucoup réfléchir, merci. Et puis, mais à chaque fois que je vais payer quelque part, je mets 15 centimes chez Surfrider grâce au Crédit Coop. Donc voilà, salut. Non, mais la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux quelque part boycotter et se barrer, ou est-ce qu'il vaut mieux rester et titiller son conseiller chaque fois qu'on le voit en disant « t'en es où ? T'en es où ? T'en es où ?» Moi, je suis un peu partagé parce que je trouve qu'il n'y a pas de... Mais peut-être que j'ai tort et peut-être qu'il y a une réponse un peu plus franche. Donc, ça m'intéresse d'avoir l'avis des pros. Léo et Alexandre ? C'est une grande question. C'est la question qu'on posait tout à l'heure, changer de banque ou changer les banques. Je pense qu'en fait, on a tous un parcours de vie différent, on a tous des moyens différents. Il y a aussi des questions sociales, de moyens financiers qui sont très importantes. Moi, j'ai beaucoup parlé de climat, mais Oxfam est aussi une ONG humanitaire. Et voilà, enfin, il y a une vraie acceptabilité sociale et démocratique derrière qu'il faut prendre en compte. En reprenant vos deux interventions, j'ai envie de vraiment poser la question du pouvoir. Qui a le pouvoir de changer les choses? Qui a le pouvoir de réduire l'empreinte carbone? Est-ce que c'est plus rapide? Est-ce que c'est plus efficace qu'il y ait des milliers et des milliers de citoyens, ce serait génial, hein, mais des milliers, voire des millions de citoyens qui décident, et qui vont voir leur banque et qui lui disent on veut un produit vert, on ne veut pas financer les énergies fossiles? Ou est-ce que c'est plus simple que les députés passent un projet de loi et interdisent et réglementent les banques et de dire vous ne pouvez pas financer de nouveaux projets d'énergie fossile? Je reste sur ce point-là. Bonjour, merci beaucoup à toutes et tous. J'ai beaucoup de questions, mais je vais essayer de condenser. Pardon. Déjà, peut-être première question pour Léo. Donc, je ne connais pas encore Rift. Je voulais savoir si ça comptait aussi les banques en ligne. Et aussi, qu'en est-il des filiales des banques à l'étranger ? Est-ce que ça fait partie du même réseau? Est-ce qu'elles sont aussi jugées? Parce qu'on sait qu'après, l'argent peut aussi transiter à l'intérieur et on ne le voit plus. Donc voilà, il y a un peu cette question moi, qui m'interpelle. Et je voulais savoir aussi si c'était simplement, c'est déjà beaucoup, hein, des critères sur l'empreinte carbone, ou s'il y avait aussi tout un aspect social, de droits humains par exemple aussi, qui est quand même très important. Il y a eu beaucoup de scandales, encore une fois avec la BNP, sur le financement des armes et de la guerre au Soudan par exemple. Donc est-ce que ça va prendre en compte? Est-ce qu'il
il y a des conseils aussi peut-être pour d'autres outils qui prennent ça en compte, comme Novetic peut-être par exemple. Première question, pardon. Et mes deuxième question, c'était plus sur le côté peut-être de l'éducation financière pour les plus précaires. Et en fait, quand je parle des plus précaires, il y a les individus, mais je pense aussi aux associations. En fait, c'est aussi un luxe de pouvoir être parfois fidèle à ses valeurs, à ses principes. Donc, comment on y arrive en fait? Qu'on soit un individu, qu'on soit une association, c'est hyper difficile d'être fidèle à ces valeurs-là parce que ça coûte plus cher aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y aurait des possibilités d'incitation positive? Est-ce qu'elles devraient venir du coup, de l'État, des pouvoirs publics? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place là-dessus? Voilà, merci. Peut-être sur la première, et alors Alexandre l'avait rapidement mentionné au début, mais il y a 5-6 grands groupes bancaires en France, mais en fait vous avez sûrement vu dans chaque région de France beaucoup de banques commerciales, Crédit du Nord, Banque Martin Morel, le Crédit Marseillais, etc. En fait il y a beaucoup de filiales de ces grands groupes bancaires qui sont établis en France. Chez Rift, la méthodologie qu'on a adoptée pour être équitable, c'est que si on a l'information au niveau de la filiale, on va faire l'analyse au niveau de la filiale. Sinon, c'est au niveau de la banque en général et on va attribuer la même note à la filiale que la banque en général, puisqu'on n'a pas l'information au niveau de la filiale. Et donc les filiales, si elles sont à l'étranger, de la même façon, c'est au niveau du groupe. Mais on note quasiment que des produits en France. On a quelques initiatives en Europe ponctuelles, mais c'est quasiment que en France. Sur la question des banques en ligne, alors je ne vais pas botter en touche, mais en gros, c'est des initiatives qui sont vraiment en construction. La plupart ont quelques mois, même pas une année d'activité. Donc les modèles sont aussi en construction et les modalités d'investissement aussi en pleine construction. Nous, on n'a pas accès officiellement aux détails des investissements, donc on n'a pas été capable de les noter, même si on discute beaucoup avec eux, et je pense qu'il faut leur laisser encore un petit peu de temps, 6 mois, 1 an, pour qu'ils aient une première vraie base de clients, pour donner une vision claire de ce qu'ils font de l'argent. Avant ça, c'est compliqué, parce qu'on a quelques dizaines, quelques centaines de clients. Bon, on peut s'engager, prendre des engagements, c'est déjà important, mais on n'a pas encore matériellement réalisé les investissements, etc. Alors, il nous reste 3 minutes. Je crois que pour les associations, on a peu répondu au travers des entreprises, puisque la problématique des associations est la même que celle des entreprises. Donc, je propose qu'on prenne la dernière question de Madame. Oui, bonsoir. Alors, moi, je m'occupe de la RSE dans une association de retraités d'une des grandes banques que vous avez signalées. Mais bon, c'est juste pour me présenter. Hein. Je m'occupe donc des retraités BNP Paribas. J'ai 2 questions. Qu'est-ce que vous pensez de l'épargne ESG ? Puisque ça se développe beaucoup dans l'asset management, l'épargne ESG. Et la deuxième chose, vous avez parlé que de banques françaises, Quid, de Bank of America, Citicorp, HSBC, Barclays, Deutsche, et j'en passe, même dans des pays comme la Chine, l'Inde et autres. Ils ne doivent pas être si terribles non plus. Mais bon, je suis preneuse. Hein. Vous avez totalement raison. Oui, clairement, les pires banques sont les banques américaines. C'est qui financent, en tout cas sur le climat et les énergies fossiles, c'est les banques américaines. Mais je crois que BNP est quand même dans le top 10 mondial. En tout cas, BNP, Crédit Agricole et Société Générale sont dans le top 20 mondial. Il y a un classement qui est publié chaque année en fait, par une coalition de plus de 200 ONG au niveau mondial sur les financements dans les énergies fossiles qui s'appelle Banking on Climate Chaos. Banking on Climate Chaos. Vraiment, vous pouvez regarder, il y a un tableau à un moment qui résume tout. C'est voilà, en termes d'alarmiste, je suis désolé, mais ça fait un peu peur. Mais il faut avoir conscience, c'est des milliards et des milliards d'euros par an qui sont injectés dans les énergies fossiles. Donc voilà, très clairement, les banques américaines, etc. Et on peut il n'y a que le secteur financier français qui est sorti complètement du charbon, ce qui est une bonne nouvelle. Mais pour autant, elles ont un peu accentué sur les énergies fossiles. Donc voilà, c'était un peu noir et blanc. Et merci pour la question sur l'ESG, je voulais en parler. En fait, sur l'épargne, parce que attention quand vous allez voir votre conseiller bancaire, parce qu'effectivement, il peut vous proposer des fonds verts. Vous allez au Crédit Agricole, il va peut-être vouloir vous proposer des fonds développement durable. En fait, aujourd'hui, la réglementation, qui est un peu en cours avec la taxonomie, etc., mais n'est pas encore aboutie. Et donc, une banque a la liberté de mettre fonds verts pour une épargne et de vous le vendre en tant que fonds vert, alors que derrière, ça va financer des énergies fossiles. Donc, 2 conseils. Première chose, demandez le label Greenfin. Le label Greenfin est délivré par le ministère de la Transition écologique et garantit l'exclusion des énergies fossiles. La deuxième chose, c'est juste un petit point d'alerte sur ISR, l'investissement socialement responsable, qui est un label qui est un peu moins exigeant, qui est du best in class, c'est-à-dire qu'on va choisir les meilleurs critères. Sauf que dans le label ISR,
en fait, on se retrouve dans une situation où, dans 20% des fonds du label ISR, on a soit du BNP et ou du Total, juste pour info. Voilà. Et il y a une révision à l'heure actuelle au niveau de Bercy du label ISR, donc on verra ce que ça donne. Et peut-être je peux rajouter un mot parce qu'effectivement c'est des choses que j'ai oubliées dans les conseils quand on va voir son banquier. Effectivement, si on dit j'ai un super fonds, il est noté 8 sur 10 mais qu'on ne sait pas ce que ça veut dire sur 10, c'est mauvais signe. Il faut demander vraiment des grandeurs qu'on comprend. Si on est dit c'est le meilleur, il a 4 sur 5, il a 8 sur 10, mais ça veut rien dire. Nous c'est vraiment pour ça que sur Rift on retrouve que des grandeurs qu'on comprend et pas des notes agrégées. Et il y a aussi quelque chose qui est un petit peu plus laborieux qu'on fait nous, mais qu'on peut aussi faire, c'est dans les reportings des produits d'investissement type fonds d'investissement, vous avez la liste de toutes les entreprises et donc vous pouvez juste googler les entreprises et voir ce que ça donne. Donc par exemple on a vu des fonds eau dans lesquels il y avait des superbes entreprises qui sont responsables de l'arrosage des golfs. Donc ça, voilà, effectivement c'est la thématique de l'eau, mais pas vraiment celle à laquelle on s'attend. Et on a vu aussi des fonds climat dans lesquels il y avait Total. Notre temps est parti et terminé. On ne va pas dire game over parce que le contraire est notre souhait, c'est-à-dire que tous on soit inspirés par tout ce qu'on vient d'entendre. Merci beaucoup à nos intervenants Arnaud, Léo, Alexandre, Lionel. Merci à Convergence. Merci à Convergence pour la liberté de parole, mais aussi pour l'idée d'apporter des solutions. Et on espère que les solutions vont donner des idées à chacun d'entre nous. Et très bonne fin de forum. Merci.